Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 147 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode Filiosa, du nom d'Isabelle Filiosa, une psychologue bien connue, auteure de plusieurs dizaines de livres, qui fait partie de ces gens qui ont marqué leur environnement. Et aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Stéphane Seclet. Dans une émission en 2 parties. Alors Stéphane a suivi le stage devenir coach consultant en parentalité et éducation, qui est un programme de formation qui contient 18 modules qui durent environ 3 années. Et il est dorénavant coach parental avec son site web stéphaneseclet, seclet.fr. Mais tout d'abord, une petite actualité qui nous vient d'Amérique du Sud. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, je n'ai pas pu résister et je me suis dit qu'il fallait quand même absolument vous en parler. On le pressentait, on le voyait venir, ça y est, il l'a fait. En Équateur, un père change de genre pour obtenir la garde de ses filles. Il s'agit donc d'une affaire judiciaire qui défraie la chronique en Équateur. Un père a légalement changé de genre pour être considéré comme une mère et obtenir la garde de ses 2 filles. Il considère que la loi, là-bas, dessert les hommes et la communauté LGBTQIA+, s'inquiète de ce recours. Donc, René Salinas Ramos, 47 ans, citoyen équatorien, a officiellement changé de genre à l'état civil dans le but d'obtenir la garde de ses 2 filles. Initialement recensé comme un homme cisgenre, son passeport indique désormais qu'il est une femme. Alors pourquoi ? Il indique qu'ici en Équateur, être père est pénalisé et il n'est considéré que comme un pourvoyeur. Alors on va le rassurer, ce n'est pas qu'en Équateur. Il n'a pas l'intention de subir une opération de changement de sexe, mais il avance que les mères sont privilégiées en matière de droit de garde. C'est donc un acte qui relève d'une attaque contre le système et la loi. À partir de maintenant, je suis une femme, je suis aussi une mère, c'est ainsi que je me considère. L'avenir seul pourra dire si ces manœuvres légales auront été fructueuses. Il s'agit donc ici du premier homme à faire usage de la loi dans le seul but d'obtenir un avantage dans une affaire de garde d'enfants pour la plus grande inquiétude de la communauté transgenre. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Stéphane Seclet. Stéphane Seclet qui est coach en éducation parentale. Monsieur Seclet, bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Et vous ? Oui, ça va, merci. Dans ce petit printemps qui arrive là, je vous ai contacté pour parler de la méthode Filiosa et le centre m'a envoyé vers vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez décrire un peu votre personnalité, votre activité, s'il vous plaît ? Ok, alors moi je suis Stéphane Seclet, j'ai 38 ans, je suis beau-père de 2 ados de 15 ans et 12 ans et jeune papa d'une petite fille qui a fait 1 an et 2 mois hier. Bravo. Merci. Mon parcours il est assez particulier puisque à la base je m'orientais plus pour être infographiste quand j'étais adolescent et j'ai découvert le métier d'animation et donc assez tôt en fait m'est venue la question de comment est-ce que je peux aider les futures générations à l'âge de 17 ans. Donc j'ai passé le BAFA et en fait ça a été un peu une révélation de voir que en étant jeune je pouvais avoir un impact dans la vie des enfants que j'avais dans la structure, dans les accueils de loisirs où je travaillais. À savoir que des fois, ça faisait un peu comme une espèce de parenthèse par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre des fois à la maison, sans forcément avoir des représentations particulières de ce qu'ils pouvaient vivre. Mais je sentais que les parents pouvaient des fois me dire, là, mon enfant, tiens, il exprime ça avec vous, il le fait pas du tout à la maison. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce genre d'échange avec lui ? Et comment est-ce que moi, à la maison, je peux le faire ? Et au portail, c'était assez délicat de répondre à ce genre de questions-là, puisqu'il y avait
une quarantaine de parents qui étaient présents. Donc si je devais prendre 15 minutes, 20 minutes par parent, j'aurais fini beaucoup plus tard que l'heure indiquée. Dans ces recherches, je tiens, mais est-ce qu'il existe une manière de transmettre aux parents? J'avais à peu près 32 ans, donc entre-temps, j'ai été devenu directeur de structure, donc avec toute une notion pédagogique, avec des outils mis en place pour que l'enfant développe davantage ses compétences et révèle un peu plus ce que moi j'aime bien dire, un peu le diamant qui est à l'intérieur de lui. Et j'ai commencé à me renseigner dans les écoles Montessori où j'ai travaillé, où j'ai dirigé des écoles de loisirs. Et j'ai commencé à lire les livres d'Isabelle Filiosa et je me suis rendu compte qu'en fait, elle animait aussi des formations. Enfin, qu'elle avait créé une formation plutôt de 3 ans que j'ai suivi. Donc, je me suis arrêté là, on est en 2023. Donc, j'ai fait de 2018 à 2021 où, par mon expérience sur le terrain pendant, du coup, 17 ans, j'avais 17 ans et je me suis arrêté à 34 ans sur le terrain, à proprement parler. Et donc, avec cette formation, donc, j'ai découvert tout ce qui est consultant, coaching par rapport à l'éducation à la parentalité. J'ai un cabinet à Castelnau dans le sud de la France, vers Montpellier. J'anime des formations auprès des futures éducatrices de jeunes enfants, des futurs directeurs de structure aussi, pour un certain passage de relais de mes compétences et mon expérience, pour justement leur permettre assez rapidement, dès j'en ai qui ont 19 ans, avoir le bagage que moi j'ai maintenant à 38 pour pousser plus loin la réflexion. Et qu'est-ce que je fais à côté? J'anime des ateliers aussi et des conférences. J'ai pas mal de casquettes, on va dire, pour justement être dans cette diffusion des outils et des connaissances qui permettent, en tant que parent, de sentir qu'on a la possibilité de faire des choix qui sont en rapport avec nos valeurs pour nos enfants, et pour les enfants, de bénéficier d'un environnement qui leur est favorable pour exprimer tout ce qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux. Donc Oui. un BAFA, parcours d'animateur, ensuite, si j'ai bien suivi, une intégration dans des écoles Montessori, donc des formations aux méthodes Montessori, aux méthodes Filiosa, et puis après, effectivement, du coaching, des séminaires et de la formation. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Stéphane Séclé sur RLP, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter la méthode Filiosa? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette méthode? Qu'est-ce qui en fait ses spécificités? Alors, ce qui m'a attiré dans cette méthode, c'est, je vais commencer par les livres J'ai tout essayé, il me cherche et on ne se comprend plus, qui sont des lives qu'elle a écrits par rapport à différentes phases de tranche d'âge, le 2-6 ans, le 6-12 et l'adolescence. Et ce que je l'ai trouvé fascinant, c'est que, tels que sont faits ces livres, c'est des situations vécues par des parents, même en tant que moi, animateur, éducateur en structure, où on pouvait se dire, mais j'ai cette situation, je vois bien que je réponds de cette manière-là, et les résultats sont complètement contraires à ce que j'aimerais vivre avec cet enfant. Qu'est-ce que je peux faire autrement? Et c'est des petits outils comme ça qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête en tant que parent, qu'est-ce qui se passe dans la tête en tant qu'enfant, et comment désamorcer les processus qu'on a, nous, reçus en tant qu'adultes de l'éducation qu'on a eu de nos parents. Donc j'ai lu d'autres livres d'Isabelle, et à chaque ouvrage, mais je creuse un peu plus dans qui je suis moi, et je sentais que ça m'ouvrait davantage. Mais c'est ça que je veux transmettre, c'est depuis le début aux enfants, et j'avais pas forcément les mots, j'avais pas forcément les outils nécessaires et donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré ma femme qui, elle, avait suivi l'ancienne formation d'Isabelle, et quand on a commencé à échanger autour de la parentalité en devenant beau-père, j'ai senti la posture qu'elle pouvait avoir, comment elle communiquait avec eux, et cette réflexion dans comment quand il y a une émotion, comment je reformule, qu'est-ce que je peux faire. Je dis, mais c'est ça que je veux avoir comme outil, et pas juste suivre que mon instinct, mais sentir que j'ai mon instinct et j'ai derrière un bagage qui me permet de sentir que là c'est juste ce que je fais, c'est juste pour lui, c'est juste pour moi. Alors, qu'est-ce que la méthode Filiosa, en fait? C'est une méthode de communication? C'est un support? Qu'est-ce que c'est? La méthode Filiosa, alors, par rapport à tout ce qui est accompagnement à la parentalité, c'est une grande place, notamment des émotions et des besoins. Comment on va explorer ce que nos émotions essaient de nous dire à travers notre ressenti. Toute la partie, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les questions qu'on peut poser quand on est coach aux parents pour lui permettre de cheminer, d'aller vraiment dissocier, ça c'est l'histoire que je me raconte et les faits, et donc par rapport à ces faits, qu'est-ce que je veux faire et en quoi cette nouvelle action elle est plus épanouissante pour tout le monde. Tout ce qui approche des neurosciences, c'est quand même quelque chose qui est bien présent dans la méthode Filiosa. Tout protocole qu'on fait, toute information qu'on transmet aux parents, c'est quelque chose qui a été vérifié par les neurosciences, que ce soit les neurones miroirs, que ce soit le fonctionnement des émotions, que ce soit la théorie de l'attachement, qui en fait maintenant on appelle plutôt pratique de l'attachement plutôt que théorie, puisque les neurosciences ont démontré que c'était plus une théorie, mais c'était vraiment
quelque chose que nous, êtres humains, avions en système interne. Attention, la théorie de l'attachement a une connotation particulière. Chez nous, on y reviendra après. On verra si c'est exactement la même qui est utilisée, si le mot correspond à la même chose pour tout le monde. Ok. Filiosa, c'est du Montessori? Qu'est-ce que c'est? Non, Isabelle Filiosa, à la base, c'est une psychologue qui s'est spécialisée dans le développement de l'enfant, qui a quand même écrit plusieurs livres traduits dans plusieurs langues. Il me semble qu'il y a une trentaine d'ouvrages qu'elle a rédigés sur le sujet. Et encore, je pense que je suis loin du compte. J'ai pas tout lu de tout ce qu'elle a écrit. Et c'est vraiment par ses expériences, elle, en tant que personne qui a accompagné aussi des familles, en tant que certainement aussi sa parentalité également, et tout ce qu'elle a pu emmagasinée comme information liée aux neurosciences, elle a combiné tout ça pour créer sa méthode qui aujourd'hui, à mon sens, en tant que, en plus, jeune parent et beau-père, la pratique au quotidien en dehors juste du cabinet et de l'accompagnement que je fais des familles. Et je me rends compte que la manière que je peux aborder l'échange avec, je pense, celui qui a 12 ans, là, qui est au tout début de son adolescence, des fois, un regard, un mot va faire que, tiens, là, il va être plus amène de parler, alors que généralement à 12 ans, on n'a pas envie de raconter sa journée. Et pas plus tard qu'hier soir, il est venu me dire une anecdote sur les courses d'orientation qu'il peut faire en sport. Et moi, j'étais en train de travailler, j'ai dit, ok, là, il veut me parler de quelque chose, je vais me rendre disponible. Et c'est cette conscience-là, en tant que parent, par rapport à la méthode Filiosa, l'enfant vient me voir, est-ce que je suis disposé et disponible? Oui, ok. Je prends ce temps-là avec lui. Et la question que je lui ai posée, je me rappelle plus exactement laquelle c'était, mais quelque chose du style, qu'est-ce que t'as ressenti au moment où le professeur t'a demandé ton carnet de liaison? Et là, il s'est mis à me parler pendant un quart d'heure. Et j'ai fait, waouh, une question est ciblée où je montre que je suis intéressé par ce qu'il me raconte et que je suis touché par ce qu'il a pu vivre comme expérience. Ça donne tout ce panel-là d'émotions chez lui. Il a eu un peu les larmes aux yeux, il a eu la voix qui a tremblé parce qu'il a eu peur de se prendre une heure de colle. Et il m'a partagé un petit peu tout ce qu'il pouvait vivre à ce moment-là. Et je me suis remercié d'être dans cette démarche-là parce que peut-être j'aurais pu juste lui répondre là j'ai pas le temps, je suis en train de travailler, et j'aurais été privé de cet échange où avec ce petit quart d'heure de discussion, je suis vraiment en contact avec mon enfant et je nourris la relation. Et la méthode Filiosa, elle est vraiment sur on remet la relation parent-enfant au centre du foyer pour justement que chacun se sente en confiance, reconnu, et que la place des émotions et des besoins de chacun puisse être pris totalement en compte pour que ce soit le plus harmonieux possible au quotidien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Stéphane Seclet sur RLP qui nous parle de la méthode Filiosa et de la parentalité. Cette méthode Filiosa, en fait, quels sont ses grands thèmes? Je suppose que l'on parle d'écoute. Je suppose que l'on parle de décryption des signaux, de moyens de s'adresser à l'enfant suivant ses tranches d'âge. Parentalité positive, c'est bien ça? Les grands thèmes, donc il y a vraiment toute la partie développement de l'enfant, de la naissance, voire des fois même un petit peu dans la formation, on a vu ce qui peut se passer aussi intra-utérin par rapport à la mise en place des neurones, comment ils se connectent entre eux, qu'est-ce qui fait que à certaines périodes, il y a des apprentissages qui sont plus faciles que d'autres. Comment est-ce qu'on peut justement être vraiment sur tiens, cet enfant-là, il a telle caractéristique, et le voir tel qu'il est et non sur un seul prisme comme par exemple on peut l'avoir des fois sur lui ça va être un bricoleur et coller une étiquette. On évite justement d'être dans tout ça et dans comment on communique, comment on questionne, comment on reformule les émotions, tout l'aspect les différents types d'intelligence, la phase de l'adolescence, les différents moments qu'il peut y avoir, l'opposition, l'affirmation de soi. Ouais, parce qu'on va rappeler aux gens qu'un enfant, ça change et ça évolue. Hein. C'est pas parce qu'il est comme ça à un certain moment donné que 6 ou 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ça sera toujours le même individu qu'une caractéristique. Oui. Exactement. Et ça, c'est primordial dans la méthode, c'est que pendant 3 ans, quand même, on l'entend régulièrement, c'est on est avec un enfant qui est, même des fois du jour au lendemain, peut être différent. Et son point de repère, c'est nous en tant que parents. Donc, à nous d'être le plus cohérent, on va dire, avec ce qu'on met en place comme pédagogie, comme éducation à la maison. Moi, je me rappelle cette métaphore d'une des formatrices qui disait qu'on est un phare, en fait, pour l'enfant. Et il a besoin de sentir que, il peut explorer et nous, on est là en point de repère. Et ça, c'est primordial dans la méthode. C'est comment je construis ma posture de parent. Donc, nous, c'était comment je construis ma posture de consultant, de coach pour justement être un espèce de pilier repère dans l'environnement des parents pour que eux puissent modéliser aussi là-dessus et avoir des bases qui sont bien ancrées et trier ce qu'ils veulent transmettre, ce qu'ils veulent justement éviter de reproduire, tout en étant conscient de l'évolution de chaque enfant. Et à un moment donné, on est pilote. À l'adolescence, on passe copilote. Cette transition-là, elle est challengeante.
c'est normal que ça fasse peur de lâcher un peu la main, mais comment on peut faire vivre le cadre autrement que juste descendant et plutôt dans la co-construction? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a une relation verticale, de haut en bas lorsque l'enfant est petit, et on essaye de l'amener à une relation horizontale lorsqu'il est plus grand, d'égalité, où en fait, lorsqu'il sera autonome et indépendant, c'est un ami. Il devient un ami, on n'est plus en relation hiérarchique. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça. C'est ce côté, je préfère le côté on est partenaire que ami, parce qu'il y a une juste non, mais c'est une image. Quand je dis, par exemple, je suis devenu ami avec mon père, je suis devenu ami avec ma mère, c'est une relation qui est extrêmement différente de la relation que j'avais quand j'avais 5 ou 6 ans. C'est ça, en fait. C'est l'évolution de cette relation. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, les gens viennent vous voir, en fait, et la plupart du temps, vous êtes confrontés à quelle sorte de personnes et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors, j'ai différents types de personnes. Ça peut aller de la famille, les 2 parents, les enfants, à monoparental qui vient avec sa problématique. Souvent, ce que je rencontre, ça va être... il y a des phases de transition, il y a eu des déménagements, il y a eu la séparation, il y a eu le début de l'adolescence. Et le parent, il est en perte de repère, l'enfant encore plus. Et comment on se réajuste par rapport à tout ça? J'ai souvent aussi des difficultés de communication. J'ai eu quelques difficultés liées au sommeil aussi. Mais quand on creuse un petit peu en fait toutes ces difficultés-là, généralement, on retombe sur... il y a plein de facteurs qui sont stressants dans la vie de tous les jours en tant que parent, en tant qu'enfant. La temporalité, elle est différente pour l'enfant. C'est beaucoup plus long pour, absorber le stress d'un déménagement ou d'une séparation ou d'un changement d'école. Et son comportement, il va avoir un sens. Ça va être le reflet de ses besoins. Et souvent, le parent, il est, pourquoi il fait ça? Alors que derrière, ça va être plus, qu'est-ce qu'il essaye de dire à travers ce comportement? Et une situation que j'ai vécue là récemment, c'est même des adolescents qui viennent. Alors il y a les parents qui sont présents, mais pour eux, ils prennent conscience qu'ils ont des difficultés, notamment liées à la confiance en eux, ou une grande appréhension, fin de 3e ou fin de terminale, les nouvelles échéances qui arrivent, des choix d'orientation à faire. Et ce trop-plein de stress et d'appréhension fait que c'est les parents qui prennent. Se prennent des remarques, des fois un ton très désagréable, et ça peut les mettre dans un sentiment d'impuissance. Et les ados, des fois, viennent demander à leurs parents, est-ce qu'on pourrait aller voir Stéphane pour ça? Alors, c'est souvent des personnes que j'ai déjà rencontrées par le passé. Et au final, ça va être... je me souviens notamment de ce jeune-là cet automne. Ça avait été un rendez-vous intéressant puisqu'il avait pris conscience que c'est parce qu'il passait pas assez de temps avec ses parents autres que échanger autour de la thématique des devoirs que... en fait, il se sentait juste focus là-dessus, sur la scolarité. Ça lui mettait une telle pression que il voulait même plus entendre parler. Et ça, c'était déclencheur de conflits. Donc ça, c'est souvent une thématique. Hein. On vient me voir pour... Il y a des conflits, il y a des tensions. Et quand on creuse derrière, c'est plus comment est-ce qu'on remet du lien dans les relations pour que justement ça s'apaise et que chacun retrouve sa juste place. D'accord. Stéphane Séclé sur RLP. Je voulais vous demander, vous qui avez une expérience, on va dire, vous marquez sur votre site 6 à 8 000 enfants, 18 ans de métier et autres. Vous avez forcément un avis sur la société. Nous vivons en Occident dans une société de recomposition. Beaucoup de gens se séparent, se reconstruisent. On peut divorcer plusieurs fois dans une vie. On peut avoir des familles monoparentales. On peut élever les enfants d'un autre. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la société gère les enfants, en fait, qui sont issus des conflits familiaux? Notre société aujourd'hui est, bon, je veux dire, il y a énormément de familles recomposées. On arrive à un taux de 60-70%, me semble-t-il. Bon, est-ce que ces enfants-là, en fait, vous, est-ce que vous avez des remarques sur cet environnement-là? Étant moi-même un enfant dont les parents ont divorcé et étant beau-père donc c'est quelque chose que je connais bien. Génération X, génération Y. C'est ça. Je vois une évolution quand même dans la perception de la société. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 15 ans et c'était encore quelque chose qui se faisait de plus en plus, mais il n'y avait pas beaucoup de place pour la considération de ce que pouvait ressentir un enfant dans ce genre de situation. J'avais la place de le faire auprès de mes parents et ça c'était ok, mais c'est en dehors. Personne ne m'a trop demandé si ça, par rapport à ma scolarité, si ça avait un impact, par rapport à mon investissement dans mes activités sportives, si ça avait un impact. Là où je vois, par exemple maintenant, dans le collège où sont mes 2 beaux enfants, c'est quelque chose qui a été demandé quand ils sont rentrés en 6e, quel est un peu leur parcours de vie. Quand ils étaient en école Montessori, donc davantage on a pu avoir des temps d'échange. C'est plus individualisé le Montessori. C'est plus individualisé. Mais là, quand même, dans le collège où ils sont, là c'est l'éducation nationale, le proviseur prend le temps. Ok, là, quand il y a eu la naissance de leur sœur, c'est un enfant d'une nouvelle union. On leur a dit peut-être qu'il peut y avoir des changements parce que les places vont changer, notamment pour celui qui avait 12 ans, qui était le plus jeune,
qui est devenu celui du milieu. Et des fois, ça peut perturber. Et on a aimé cette proximité qui moi, m'a un peu apaisé en tant que beau-parent, parce que j'avais très peur que, oui, c'est bon, c'est une naissance, et puis pas plus que ça. Et non, il y a eu cet échange, ce dialogue. On a eu votre conjointe avait déjà des enfants avant de vous rencontrer. Oui, elle avait 2 enfants d'une seconde union. Moi, je suis arrivé, ils avaient 9 et 6 ans. Maintenant, ils en ont 12 et 15. Donc, j'ai eu l'occasion de bien me lier avec eux, au point que ils estiment avoir un peu presque 2 papas, en quelque sorte, même s'ils sont bien conscients qu'ils ont un papa. Mais quand je suis avec eux, ça leur arrive des fois de se tromper. Et moi, j'étais dans la question, mince, on va avoir ce chamboulement 1 semaine sur 2, la petite qui va venir. Résidence alternée. Voilà, garde alternée. Avec nous, par contre, notre fille qui reste à la maison. Comment est-ce que tout ça va être perçu, ces changements? Et le collège vraiment a été très accueillant. Quand maintenant, des fois, je les amène dans les rendez-vous médicaux, je vois la dentiste, par exemple, qui me dit, qui leur dit, ton père vient d'arriver. Non, c'est mon beau-père. Ah, pardon. Alors que quand moi j'étais plus jeune, c'était mais c'est pareil. Non, c'est le beau-père, c'est la belle-mère. Et il y a une dimension où l'enfant, s'il a besoin de mettre ces appellations-là, ça a un sens et c'est un peu plus entendu. Alors dans ma région, peut-être c'est autrement en France. Je connais pas tout le territoire français non plus. Tout du moins dans le secteur de Montpellier, il y a une considération autre où il y a un enfant, il vit des situations séparées, monoparentales. Tout ça c'est ok. Et ça fait du bien de se sentir que tout ce qui peut exister comme modèles familiaux peut être accueilli. Moi, dans mon métier, j'aspire à ça, à que justement on décloisonne un peu l'image de la famille classique et que tant qu'il y a de l'amour partagé, c'est bon. Alors effectivement, c'est là que je voulais en venir. Nous sommes maintenant à la 2e, à 3e génération après la recomposition. Nous sommes tous soit des enfants de divorcés, soit nous sommes amis d'enfants de divorcés. Donc la 2e, 3e génération, on s'est formés mutuellement tous un petit peu à cette situation qui est un peu nouvelle dans l'histoire. Dans votre travail de coach parental, vous le prenez forcément en compte? Vous êtes sollicité par rapport à ça? De mon côté, peu en fait, par rapport à ça. Donc les familles qui viennent vous voir sont des familles traditionnelles, je veux dire, ce ne sont pas des familles monoparentales, ce ne sont pas des gens qui demandent de l'aide dans des cas de familiaux? J'ai eu une fois une famille qui était sur le point de se séparer. Maintenant, des monoparentales, j'en ai eu, des recomposées, j'en ai eu. J'essaie de me rappeler un peu au niveau, entre guillemets, statistique. Que dit la méthode Filiosa, en fait, par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il y a la différence entre le père et le beau-père, par exemple? Personnellement, j'ai pas vu une grande différence. Il y a un parent, qu'on soit beau-père ou père, on est un parent repère pour l'enfant. Et alors, bien sûr, la manière de faire vivre ce rôle peut être différente. Je ne prétends pas être le père de mes beaux-enfants. Souvent, on a plus même d'ailleurs ce côté un peu plus confident. C'est des fois des belles ressources, les beaux-pères ou les belles-mères dans les rendez-vous, dans les familles recomposées. Parce que l'enfant a une autre relation. Et des fois, ce côté confident peut amener un message, il me l'a partagé. Ah, mais il t'a jamais dit. Et ça amène des pistes nouvelles dans l'exploration de la situation. Maintenant, en termes de proportion, je dirais que je suis sur du 50-50 entre d'un côté monoparental et familles recomposées et de l'autre côté les familles dit schéma classique. Ça, ouais, 50%, c'est ça, 50-50. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous êtes coach parental. Imaginons que j'arrive, je viens vous voir, je dis écoutez, voilà, je suis père, j'ai des enfants, je les vois 2 week-ends par mois, j'ai l'impression de perdre un peu mon lien avec eux. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? C'est là toute la particularité de notre métier, c'est qu'on ne vient pas conseiller. On vient justement explorer la situation. Souvent c'est ça. Les personnes viennent nous voir en attendant qu'on leur donne la baguette magique. Oui, qui n'existe pas forcément. Il n'y en a pas de baguette magique. Par contre, on va faire en sorte qu'avec cette personne-là qui vient et qui voit ses enfants 2 mois, qu'est-ce que ça lui fait de voir ses enfants que 2 mois? Cette peur de lien, comment est-ce qu'elle se traduit au quotidien? Qu'est-ce qu'il aimerait vivre? Peut-être même déjà, qu'est-ce qui fait que c'est devenu que 2 fois par mois par rapport à comment c'était avant? Quel a été l'élément déclencheur? Et quand on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble? Et donc, moi, je suis dans la proposition d'outils pour que le parent qui est dans ces situations puisse s'approprier ce qui lui correspond. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que dans la méthode Filiosa, le parent qui vient me voir, je suis dans une espèce de sur-mesure. Il a la situation, on l'explore ensemble, on démêle les nœuds, et par rapport à ça, avec ce fil-là, qu'est-ce qu'il veut tisser maintenant?
Et en fonction, si c'est davantage de liens, ok, je peux lui proposer des outils ou des jeux qui permettent de nourrir l'attachement. Si c'est davantage organiser des temps de qualité avec son enfant, toujours au service du lien, mais parce que les journées sont trop remplies, ok, on a un outil spécifique pour ça qui s'appelle l'horloge idéale, où on vient restructurer le temps. C'est plus des outils au service de la situation, plutôt que vous vivez ça, faites ceci. D'accord, c'est pour optimiser en fait une relation dans ses particularités. C'est ça. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous avez évoqué durant l'entretien la notion de théorie de l'attachement. Alors, il se trouve que cette théorie de l'attachement est une étiquette sur ce qui est enseigné à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, tout ce qui est un courant d'idées qui est défendu par le juge Berger et autres, qui place l'enfant dans ce courant majoritairement avec la mère. C'est une théorie qui est un peu remise en cause. Dans la méthode Filiosa, c'est la même ou c'est autre chose ? Alors, la théorie d'attachement, nous, on est vraiment basé sur tout ce qui est Catherine Guéguen et Nicole Guédonné. Donc vraiment ce côté, l'enfant a un de ses parents, alors souvent au début c'est la mère comme figure pré-attachement pour construire sa sécurité intérieure. D'accord. Qui va être la base pour faire à mesure des différents niveaux de confiance et construire l'estime de soi. Donc qu'elle soit remise en cause, je peux comprendre. Non mais il y en a plusieurs et puis le problème, c'est pour ça que les mots ont effectivement une importance. Il y en a plusieurs. Nous on se bat par exemple pour demander à avoir la garde, par exemple, de nos enfants en tant que pères contemporains d'aujourd'hui, qui sommes assez différents de nos grands-parents, et nous avons une institution qui est très différente du monde tel que le monde existe, parce que nous, entre nous, dans la société, on voit des papas qui poussent des poussettes, les comportements parentaux ont extrêmement évolué depuis 40 ou 50 ans, et on est confronté face à des gens qui nous disent non, l'enfant va avec la mère. Point. Et le père, il s'en occupe pas, il va bosser et il est pourvoyeur. C'est une caricature, mais la théorie de l'attachement telle que nous on la vit dans la recomposition, c'est un petit peu celle-là. Il me semble que chez vous, c'est pas forcément ça tout le temps non plus. Non, du tout. Dans la théorie de l'attachement telle que on l'étudie avec Isabelle Filiosa, c'est les deux parents sont repères pour l'enfant. On parle même de figure d'attachement secondaire, à savoir, ça peut être très bien l'assistante maternelle, l'équipe pédagogique de la crèche, une tante, un oncle, et c'est vraiment comment tous ces personnes-là repères peuvent être aussi présentes pour sécuriser l'enfant. Je prends un exemple tout simple, ma fille, autant quand c'est des petites chutes qu'elle peut faire, ça va être sa mère. Par contre, si c'est une grande chute, inconsciemment, elle se tourne vers moi et elle m'appelle. Alors que elle est tombée pareil. Et en fonction de ce que l'enfant a besoin, il va les prendre chez un parent ou l'autre. Et dans cette notion de théorie de l'attachement, il y a cette notion que transmet Isabelle, c'est que l'amour, c'est du carburant. Et donc, on donne cette énergie-là à son enfant pour lui permettre d'aller explorer. Et donc, ça reprend les deux besoins fondamentaux d'un individu, à savoir le côté sécurité, par la présence de ses parents et la qualité de la relation qu'on a avec lui, et la partie, oui, qui est capable d'aller explorer de manière libre son environnement plus ou moins proche, ne serait-ce que juste à la dimension d'un appartement. Et ça va être au service de sa construction. Et c'est plus cette notion-là de théorie d'attachement qu'on étudie que l'enfant, c'est forcément avec la mère. Pour le coup, quand mes parents se sont séparés, ils ont appliqué cette théorie-là de l'enfant séparé, il va avec la mère. Peut-être que si j'avais eu une garde alternée avec mon père, j'aurais eu une relation à l'adolescence avec mon père qui aurait été peut-être différente. Si on avait pris en compte que lui aussi pouvait être un repère et un pilier sur lequel me bâtir, surtout à 15 ans où on est en pleine recherche de qui je suis et qui je veux devenir. Oui, surtout si le repère a déjà été construit, il a déjà été établi. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.